Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous évoquer le troisième chapitre du livre d'Elisabeth Kubler-Ross qui est D'accueillir la mort, dont le titre s'intitule Suicide et maladies incurables. Par peur de voir les malades envisager le suicide, s'ils connaissaient la vérité, de nombreux professionnels craignent de leur annoncer qu'ils souffrent d'une maladie grave. Nous ne pouvons cautionner cette attitude. Les patients qu'on informe avec doigté de la gravité de leur état et à qui, en même temps, on donne espoir peuvent affronter la mauvaise nouvelle avec plus de courage qu'on ne leur en suppose d'ordinaire. Les suicidaires se divisent en 5 catégories. Ceux qui éprouvent le besoin de tout contrôler, qu'il s'agisse des individus ou des événements, ceux qu'on traite cruellement en leur disant qu'ils sont atteints d'une maladie incurable et qu'on ne peut rien y faire et qu'on ne peut rien faire pour eux parce qu'ils sont venus consulter trop tard. Les insuffisants rénaux, dialysés et ou les malades en attente d'une greffe à qui l'on a donné trop d'espoir ou fourni un compte-rendu irréaliste de leur situation. Ils ont tendance à désespérer subitement et meurent souvent de ce que nous appelons un suicide passif. Pour ceux qu'on néglige, qu'on isole, qu'on abandonne et qui reçoivent une aide médicale, émotionnelle ou spirituelle inappropriée pendant cette crise. Ceux qui vivent hors de la religion conventionnelle tout en ayant accepté leur finitude et qui préfèrent abréger le processus du mourir pour éviter de traîner quelques semaines ou quelques mois supplémentaires dans des souffrances jugées inutiles. Le risque de suicide est-il moindre chez les malades qui affrontent la réalité de leur mort? Oui, certaines personnes vivent comme s'il y avait toujours un lendemain. Elles n'ont connu... Viens, Caramel. Certaines personnes vivent comme s'il y avait toujours un lendemain. Elles n'ont connu ni tragédie, ni perte et n'ont jamais envisagé de mourir. Frappées par un événement qui met en danger leur existence même, elles peuvent sombrer dans une grave dépression ou chercher refuge dans un déni massif qui rend extrêmement difficile leur traitement. Toute discussion et toute gestion du pronostic. D'autres ont besoin de contrôler en permanence lorsqu'elles doivent faire face à une maladie incurable. Elles se sentent perdre un contrôle que la pensée du suicide leur fait retrouver. Plusieurs techniques permettent de bien travailler avec ces malades. Il faut discuter avec eux longtemps à l'avance de tout acte que le médecin ou l'infirmière doivent accomplir et leur proposer de décider du moment, matin ou après-midi, où l'acte en question aura lieu. Ainsi, ils peuvent choisir et contrôler au moins le planning du certain acte. De même, leur famille peut les appeler pour fixer avec eux l'heure à laquelle ils souhaitent qu'on aille les voir. Ce geste leur permet de se sentir également maîtres de la fréquence des visites. Nous agissons en pleine conscience afin de leur faire sentir qu'ils sont toujours traités en personnes importantes. On doit leur laisser l'initiative de toutes les décisions qu'il aurait techniquement possible de prendre. Les rares suicides de cancéreux se produisent-ils à l'annonce de la maladie avant que le patient soit gravement atteint et qu'il souffre trop? Nous connaissons peu de cas où un patient atteint du cancer est tenté de se supprimer ou réussit un suicide dans les premières phases de sa maladie. Cet événement se produit bien plus souvent dans la dernière période, au moment où il ne peut plus se prendre en charge seul, où la douleur devient intolérable et où les frais sont si élevés qu'il commence à s'inquiéter pour sa famille. Il envisage alors le suicide pour abréger ses souffrances et éviter de laisser des dettes trop importantes à ses proches. Selon vous, les personnes qui se suicident sont-elles dans le déni ou dans l'acceptation de la mort? Les deux cas sont possibles. Le malade suicidaire annonce son intention au moyen de symboles. L'accompagnant doit-il l'approcher différemment d'une personne qui presse sa mort imminente ou d'un malade incurable? Je crois que le patient suicidaire, mais non incurable, annonce bel et bien son intention au moyen de symboles. Il est en demande d'assistance.
On doit donc se montrer ouvert et franc à son égard et lui offrir une aide de toutes les manières possibles afin d'éviter son suicide. Que dire du suicide des malades incurables ? Nous avons compté fort peu de tentatives de suicide parmi nos quelques 800 malades incurables. Le plus fort taux de mortalité par suicide se rencontre chez les dialysés ou les patients en attente de greffe d'organes. Ils connaissent un fonctionnement très limité, bien qu'ils aient placé à l'origine de grandes espérances en la greffe. Quand celle-ci tarde à venir, quand les complications surviennent, ils abandonnent très souvent tout espoir et deviennent extrêmement suicidaires. Ils accomplissent souvent ce que nous appelons un suicide passif. Ils transgressent les règles, boivent de grandes quantités de liquide et ne prennent plus leur remède. Au lieu d'avaler une surdose de médicaments, ils se donnent la mort de façon semi-passive. Avez-vous eu des malades incurables et suicidaires? Si oui, comment avez-vous fait face à cette situation? Lorsqu'un malade incurable envisage le suicide et m'en parle, je lui demande ce qui, dans son état actuel, rend insupportable l'idée de continuer à vivre. S'il répond que c'est la douleur, il nous faut modifier sa médication antalgique et lui assurer le bien-être. Si sa famille s'est éloignée, nous essayons de les réimpliquer. En cas d'échec, nous tentons de la remplacer en allant souvent voir le patient ou en nous efforçant de lui trouver une famille de substitution. Peut-être par le biais d'un bénévole formé à l'accompagnement des mourants et motivé par ce genre de travail. Nous faisons tout ce qu'il est humainement possible de faire pour que le malade vive sa vie jusqu'à ce qu'il meure de mort naturelle. Pendant toutes les années où nous avons répondu aux besoins physiques, émotionnels et spirituels des patients, nous n'avons compté qu'un suicide. Si un service hospitalier observe plusieurs suicides parmi ces malades incurables, il doit reconsidérer sa gestion du patient. Comment transmettre la volonté de vivre aux malades qui désirent mourir, par exemple aux suicidaires, à ceux qui se détruisent par la drogue ou l'alcool, afin qu'ils retrouvent le goût de vivre et qu'ils redonnent un sens à leur vie? Je pense que la première chose à faire est de ne pas les juger, mais de les accepter tels qu'ils sont, en s'efforçant de comprendre pourquoi ils se détruisent par la drogue ou l'alcool et pourquoi ils ont perdu la volonté de vivre. C'est seulement après qu'on pourra les aider. Naturellement, ils ont besoin du soutien d'un professionnel. Croyez-vous qu'un individu ait le droit de se supprimer s'il est incurable et que nous ayons le droit de l'en empêcher? Notre objectif ne doit pas être de supprimer la vie, mais d'aider les gens à vivre jusqu'à ce qu'ils meurent de mort naturelle. Si un patient profondément déprimé veut mettre fin à ses jours, nous devons d'abord l'aider à sortir de sa dépression. Si un malade incurable a accepté sa finitude, mis les choses en ordre et exprimé la volonté de se supprimer, nous ne pouvons ni l'en empêcher, ni le juger. Mais tant qu'il nous est confié, nous devons faire notre maximum pour rendre sa vie supportable, sinon riche de sens, de sorte qu'il puisse tenir jusqu'au moment où il mourra de mort naturelle. Comment aider la famille et les amis d'un suicidé à accepter sa mort? Ces gens doivent traverser toutes les phases du mourir après que la mort est survenue. En règle générale, le suicide d'un être cher fait naître des sentiments de culpabilité et de regret. Les proches ont souvent besoin de l'accompagnement de professionnels pour atteindre la phase d'acceptation et de paix. Naturellement, ce type de chagrin dure beaucoup plus longtemps que si la personne était morte de mort naturelle. Que dire à un malade qui demande à l'équipe médicale de l'euthanasier ou qui menace de se suicider en ne prenant plus ses médicaments? Il me paraît impossible de forcer un patient à prendre ses médicaments. Selon moi, s'il refuse de faire sa dialyse ou de poursuivre son traitement, nous devons accepter qu'il ait le droit de disposer de lui-même pour autant que son état mental le lui permette. S'il souffre d'une dépression psychotique, je considérerais
comme mon devoir de l'en faire sortir, et s'il refuse toujours tout traitement ou toute médication, j'accepterai sa décision. S'il réclame l'euthanasie, je chercherai à savoir pourquoi, s'il bénéficie de la médication antalgique adéquate, d'un bon soutien physique, émotionnel et spirituel, il ne réclamera que très rarement l'euthanasie. Peut-être, dans un cas sur 1000, notre rôle n'est pas de tuer les gens, mais de les aider à vivre jusqu'à la mort. Je suis farouchement opposée à toute forme d'euthanasie et je ne contribuerai jamais à sa mise en œuvre. Pensez-vous que les patients qui préparent leur suicide traversent une dépression réactionnelle ou du type chagrin muet? Je pense que les malades qui envisagent le suicide passent lentement et consciemment par le même chagrin préparatoire. Bien sûr, dans certains cas de suicide, les patients ne traversent pas toutes les phases du mourir. Ce sont généralement ceux qui vivent sous l'influence des drogues ou de l'alcool et qui n'ont pas les idées claires. De même, les motivations d'un psychotique qui se suicide ne sont pas celles d'un non-psychotique. Le suicide peut-il être l'aboutissement logique de la dernière phase du mourir? Une fois parvenu à l'acceptation, on cherche à éviter la souffrance et la dépendance. Ou est-ce toujours un comportement anormal? Non, je ne pense pas qu'il s'agisse toujours d'un comportement anormal. On nous a rapporté le cas de patients qui avaient réglé leurs affaires courantes, mis les choses en ordre, étaient parvenus à la phase d'acceptation et de paix et avaient mis fin à leur jour. Peut-être voulaient-ils laisser une maison et de l'argent à leurs femmes et à leurs enfants. Peut-être ne voyaient aucune raison de prolonger le processus du mourir alors qu'ils étaient prêts à partir. Qu'y a-t-il de mal à se suicider si c'est ainsi qu'on peut garder le contrôle? Notre travail avec les malades incurables nous a appris à ne pas juger. Le fait qu'on envisage le suicide n'a rien à voir avec le bien et le mal. Pour nous, la question est de savoir pourquoi une personne veut se suicider. D'où provient ce terrible besoin de tout contrôler jusqu'à l'heure de sa mort. Et la façon dont elle se présentera. Lorsqu'un patient n'a peur ni de la mort ni du mourir, il n'a plus besoin de contrôler et peut attendre une mort naturelle. Avec fort peu de conseils, la plupart des malades parviennent à ce résultat. Le suicide est-il un droit? Si oui, quelles limites, quels paramètres permettent de fixer le moyen à employer, l'heure et le lieu? Selon moi, nous n'avons pas à revendiquer le droit au suicide. À une certaine époque de l'histoire de France, se supprimer était considéré comme normal. Il existait des dispensaires à ceux qui souhaitaient mettre fin à leur jour, pouvaient se procurer du poison. Je ne crois ni à l'euthanasie, ni à l'organisation de moyens destinés à faciliter le suicide. Je pense que notre rôle doit toujours être de prolonger une vie riche de sens et d'assurer à l'individu son bon fonctionnement. Selon moi, tout être humain doit bénéficier de l'aide qui lui permettra de vivre de cette façon et de consacrer son temps ainsi que son énergie à vivre et non à penser au suicide. Je crois qu'un malade incurable, abandonné par la science, est dans son droit s'il envisage le suicide en se contentant de refuser les médicaments ou la poursuite de toute aide médicale. J'ai conscience du fait que ces propos n'expriment que mon jugement, mon appréciation de la différence entre, d'une part, le droit d'un patient à mourir de sa propre mort et à empêcher la prolongation artificielle de sa vie et, d'autre part, la suppression effective de sa propre vie. Les malades suicidaires traversent-ils les mêmes phases préparatoires de la mort que les malades incurables? Je pense que c'est le cas d'un certain nombre de malades. Je dirais que c'est vrai d'un patient névrotique qui souffre d'une dépression chronique et qui a le temps d'envisager consciemment et progressivement de mettre fin à ses jours. Je ne le dirais pas d'un patient psychotique qui se caractérise par des instincts suicidaires, ni du malade qui se supprime sous l'emprise de la drogue. Que pensez-vous du suicide des adolescents qui, pour l'essentiel, constituent une population en bonne santé mais souffrant de problèmes émotionnels? Naturellement, ils ont besoin d'une aide psychiatrique à laquelle les parents doivent participer.
Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour évoquer le 4e chapitre qui s'intitule La mort subite. Merci.